Bonjour à tous, mon nom est Gabriel Altit, je suis néonatologiste à l'hôpital de Montréal pour enfants et aujourd'hui je vais parler un petit peu sur la prise en charge du canal artériel chez le prématuré et entre autres les controverses qui entourent ce sujet. Donc c'est un grand plaisir que de pouvoir présenter dans le contexte des Grand Rounds au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Donc voici mes divulgations. Mes objectifs aujourd'hui est de pouvoir décrire un petit peu les paramètres échographiques que l'on regarde lorsqu'on caractérise le shunt du canal artériel chez le grand prématuré, d'énumérer les résultats de certains essais randomisés contrôlés qui ont été faits récemment, surtout en lien avec la prématurité, et de comprendre un petit peu pourquoi il y a de la controverse entourant la prise en charge du canal artériel chez le prématuré. Je veux quand même mentionner que sur mon site internet, il y a une quand même panoplie de contenu qui est disponible librement. Une grosse partie du contenu que je vais aborder aujourd'hui est d'ailleurs disponible via cette plateforme et j'ai mis le code QR ici pour pouvoir vous en inspirer. Il y a également toute une section qui discute entre autres le canal artériel, les marqueurs en lien avec la significativité de l'hyperdébit pulmonaire ou la caractérisation du vol systémique, ainsi que les différents profils de canal artériel qu'on peut retrouver du moins à l'échographie cardiaque. Et récemment, on a eu l'opportunité de publier une revue sur le sujet. Et donc, on parle particulièrement dans cet article de certaines des controverses en lien avec l'utilisation d'agents comme les INS ou le paracétamol pour le traitement du canal artériel. Je vous invite à le lire. C'est disponible sur le net. Donc, on va commencer avec un petit cas pour un peu comprendre ou cibler la problématique auquel on fait face de manière quotidienne dans les unités de néonatologie de niveau 3-4. Donc, ici, on a un petit nouveau-né prématuré qui est né à 24 semaines et 6 jours, qui a une maladie pulmonaire évolutive avec un poumon assez blanc, qui n'a pas l'air d'être en lien avec un dérecrutement, mais plutôt probablement en lien avec un œdème pulmonaire significatif, plus ou moins un certain degré d'atelectasie bien au fait qu'on a quand même une bonne expansion pulmonaire dans le contexte de ce parenchyme tout blanc Orion X. Et donc, qui est présentement à J5 de vie avec une augmentation des besoins en oxygène et également une équipe clinique qui a noté une pression artérielle diastolique assez basse et des pouls périphériques bondissants, signe clinique que l'on retrouve souvent lorsqu'il y a un canal artériel avec, à certains retentissements hémodynamiques. Donc, il y a une échocardiographie fonctionnelle qui est demandée afin d'exclure justement un contributeur hémodynamique. Je vous mets un petit clin d'œil parce qu'on s'attend tous un petit peu à quoi voir, mais parfois on est surpris. Donc, ce qu'on retrouve, c'est un canal artériel gauche-droit. Donc ici, on voit une vue en trépied, où est-ce qu'on voit l'artère pulmonaire, on voit la redescendante qui est au bas de l'image, on voit du flux rouge, qui est un flux qui, par convention, veut dire qu'il y a du sang qui vient vers la sonde, et donc de l'aorte vers l'artère pulmonaire, et donc qui nous euh, donne l'information qu'il s'agit d'un canal artériel qui est gauche-droit qui est de type ce qu'on appelle fœtal du point de vue de sa conformation linéaire. On voit ici, lorsqu'on prend un Doppler pulsé, qu'il y a justement des vélocités très basses en diastole, qui nous informent qu'il y a une égalisation des pressions très rapides de part et d'autre du canal artériel, et donc un canal artériel qui est non restrictif, avec une allure en pulsatilité comme ça, gauche-droit, et donc qui nous informe qu'effectivement, euh, pas vraiment de restriction au niveau de la transmission de flot et de pression. Donc, secondaire à ce canal artériel, on a évidemment un hyperdébit pulmonaire, ce qui fait que il y a finalement beaucoup de sang qui est distribué au niveau de la vasculature pulmonaire et un gros retour veineux pulmonaire, ce qui fait qu'on a ici une vue en courax parce qu'on voit l'aorte qui ressemble à ces trois feuillets là au centre de l'image. Et postérieur à l'aorte, on voit effectivement une oreillette gauche très dilatée. Et donc, on a ce fameux ratio OG sur aorte, où est-ce qu'on essaye de normaliser la taille de notre aorte au pic de son remplissage par rapport à la valve aortique durant la fermeture de la valve. Et donc un ratio qui a été décrit depuis les années 80 par Norman Silverman, qui était en Californie, pour pouvoir qualifier justement l'hyperdébit QPQS via les CIV ou les shunts post-tricuspides. On voit également en parasternal long axe qu'il y a effectivement une dilatation du calibre ventriculaire gauche et de l'oreillette gauche, quelque chose qu'on est capable aussi d'obtenir du point de vue de ce qu'on appelle du mode M,
temps mouvement. En gros, on a le temps sur l'axe des X et la distance sur l'axe des Y. Et on voit effectivement que si on mesurait ce ventricule gauche pour un 24 semaines, on a une dilatation du calibre télédiastolique ventriculaire gauche. Dans les autres marqueurs, ici, on a un sous-costal où est-ce qu'on voit que notre oreille gauche, encore une fois, est très engorgée. Et puisqu'elle est très engorgée, la cloison interauriculaire étant ici, on voit qu'il y a une petite communication qui est très rouge, avec beaucoup de ce qu'on appelle aliasing, qui nous démontre qu'il y a de la turbulence de flux. Et lorsqu'on fait un Doppler pulsé, on voit effectivement qu'il y a des hautes vélocités via cette communication interauriculaire qui nous informe que les pressions de l'oreillette gauche sont plus élevées que les pressions auriculaires droites. On voit également ici en cas de chambre un ventricule gauche et une oreillette gauche qui sont assez dilatées. On voit l'apparition également de ce qu'on appelle une insuffisance mitrale, qui ici a l'air légère à modérée. Et donc, dans ce contexte, on voit qu'il y a une dilatation de l'anneau mitral en lien avec ce retentissement de ce retour veineux pulmonaire significatif. Donc, quand on regarde le canal artériel chez les prématurés, on regarde les paramètres au point de vue des caractéristiques du canal artériel, c'est-à-dire sa taille, sa directionnalité, le fait qu'elle soit restrictive ou non restrictive. Ensuite de ça, on regarde les paramètres d'hyperdébit pulmonaire et ensuite on regarde les paramètres de vol diastolique systémique. Et donc, on voit ici un Doppler dans l'aorte descendante, un Doppler dans l'artère cérébrale antérieure, également un Doppler dans l'aorte descendante postductale, et enfin un Doppler au niveau de l'artère cœliaque, où est-ce qu'on remarque cette espèce de flux rétrograde, donc des vélocités de flux rétrogrades en diastole, et qui sont holodiastoliques, pardon, donc au travers du décours entier de la diastole. On remarque également que c'est un ventricule gauche qui a un débit cardiaque très augmenté, de par le fait de la loi de Frank-Starling, et qui a également des vélocités de retour veineux pulmonaire qui sont rapides, puisqu'on essaye de, évidemment, tunneliser un débit pulmonaire très significatif via des très petites veines pulmonaires qui retournent vers une oreillette gauche engorgée. Et donc, ce fameux canal artériel est une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire qu'on a à l'état naturel durant la vie fétale et qui permet de déprécharger le ventricule droit dans le contexte des hautes résistances vasculaires pulmonaires, mais également d'égaliser les pressions de part et d'autre du canal artériel. Donc, finalement, en vie fétale, on a des pressions dans l'aorte qui sont similaires aux pressions dans l'artère pulmonaire, mais vu qu'il y a une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires et une diminution des résistances vasculaires systémiques, on a un canal artériel qui va avoir tendance à shunter de l'artère pulmonaire vers l'aorte. Et après la naissance, évidemment, ce canal va avoir tendance à se fermer dans les premiers jours de vie chez le bébé à terme, de par une exposition accrue à l'oxygène et la perte de la circulation placentaire et donc la perte des prostaglandines placentaires, ce qui fait que ce canal artériel qui est entouré de muscles lisses se met à se constricter et devient ce qu'on appelle le ligamentum arteriosum. Où est-ce qu'on sait qu'on a le nerf récurrent laryngé qui passe à très grande proximité. Et donc, l'idée que si on vient toucher à cette zone-là, il peut avoir des dommages au niveau du nerf récurrent laryngé. Et donc, en postnatal, puisque les grands bébés prématurés n'ont pas reçu le message physiologique, la maturité de devoir fermer ce canal, donc n'ont pas les mécanismes nécessaires pour le fermer, en premier lieu, puisqu'il n'y a pas de maturité de la paroi ou de la paroi de cette structure vasculaire, mais également puisque les muscles qui en entourent cette paroi ne sont pas encore développés de manière significative. Et donc, bien que le fait que ces enfants-là aient perdu la circulation placentaire et soient exposés à une augmentation d'oxygène, ce sont des canaux qui ont tendance à rester ouverts de par le fait qu'il y a une immaturité cardiovasculaire. Et donc, en restant ouvert, on a éventuellement une redirection du shunt, où est-ce que progressivement les résistances vasculaires pulmonaires vont chuter, et à la suite de la perte ou de la circulation placentaire, on a une augmentation drastique des résistances vasculaires systémiques, qui fait que la directionnalité du shunt va être de l'aorte vers l'artère pulmonaire. Et on sait également que si le canal est béant, c'est-à-dire très large, et ben deux structures qui sont connectées par un tube vont égaliser leur pression. Donc, par définition, le ventricule droit va être isosystémique, l'artère pulmonaire va être isosystémique, mais par le fait que les résistances vasculaires pulmonaires chutent et que les résistances systémiques augmentent, on a ce vol
qui se produit au niveau des flots qui viennent inonder l'artère pulmonaire et diminuer le flux systémique vers les organes comme les reins ou potentiellement les intestins, ou voire même les coronaires. Donc, comme je vous l'ai mentionné, on a regardé les premiers éléments en lien avec les trois indices qu'on veut caractériser, c'est-à-dire les caractéristiques du canal artériel, les indices d'hyperdébit et le vol diastolique dans la circulation systémique. Il y a une ribambelle de scores qui ont été développés, souvent en guillemets non validés dans des études randomisées contrôlées. Je vous les ai mis via le site web NeoCardioLab. Vous allez retrouver plus d'une dizaine d'articles avec un petit peu chaque génie qui a décidé de développer son score euh, pas en étant condescendant ou quoi que ce soit, mais juste en disant que finalement, on essaye de trouver le Saint Graal, de savoir c'est quoi le score qui va nous permettre de diagnostiquer le canal artériel problématique chez le grand prématuré, qui va nous permettre de justement cibler chez qui on doit essayer d'accélérer cette fermeture. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir un peu mon pessimisme. On n'a pas réussi encore à prouver qu'il y a effectivement un canal artériel ou un score précis qui, une fois adressé, nous permet d'améliorer les issues de nos patients. Et donc, ce qui m'en vient à poser la question, est-ce que le shunt gauche-droit au niveau du canal artériel est contributif à la causalité menant à de nombreuses issues défavorables de la prématurité? Donc, on a voulu accabler ce pauvre canal artériel de beaucoup de problèmes en lien avec les issues défavorables qu'on vient voir chez nos prémas. Et en supposant que la réponse soit oui, qu'effectivement il y a un lien causal, quelles sont effectivement ces issues qu'on cherche à améliorer en tentant d'accélérer cette fermeture de canal artériel à coup de chirurgie, de cathé, de médicaments, de toxicités diverses? Et donc, je vous ai mis ici un décours de certains de nos grands prématurés qui naissent en bas de 26 semaines. Donc, on a la naissance et effectivement, il y a de nombreuses choses qui se produisent également avant la naissance qui vont aller influencer toutes ces issues-là. Mais on parle ici d'hémorragie intraventriculaire, d'intubation, de ventilation mécanique, d'atteinte intestinale, d'hémorragie pulmonaire, d'atteinte de type rétinopathie ou de maladie cérébrale ou bronchodysplasie pulmonaire, voire même hypertension pulmonaire. On parle aussi du fait que certains de ces patients-là vont avoir une hospitalisation très prolongée, euh, évidemment une augmentation de la mortalité, et puis tout ce qui est en lien avec la maladie pulmonaire évolutive, à quel point ce canal artériel, qui de manière physiologique nous ferait penser qu'effectivement, en inondant le poumon et en causant une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, ce qui nous diminue les capacités de drainage vasculaire pulmonaire, et donc qui mène à cette transudation alvéolaire, eh ben, effectivement, ça semble logique de dire que secondaire à tout cela, on va avoir une maladie pulmonaire évolutive, des atteintes intestinales de par le vol, etc. Mais est-ce que cela est vrai? Parce que une fois que les issues sont identifiées, il faut se rappeler que toutes ces conditions ont des physiopathologies multifactorielles pour lesquelles le pourcentage de contribution du shunt à cet effet causal est très difficile à quantifier. Et donc, il faut toujours se rappeler, lorsqu'on voit des études observationnelles ou descriptives, c'est de se rappeler, est-ce que c'est vraiment le canal artériel qui est effectivement associé dans le sens où il est causal aux issues néfastes, ou est-ce que c'est toute l'espèce d'armada d'exposition, nombreux médicaments et différentes interventions pour essayer d'en accélérer la dit fermeture, qui finalement aussi mènent à certaines de ces issues néfastes, donc de par leur effet secondaire, etc. Donc effectivement, si par exemple les AINS étaient toxiques pour l'intestin et que j'ai un gros canal artériel et que je finis par noyer mes patients d'AINS pour essayer de le fermer, mais que finalement c'est l'AINS qui cause des NEC ou des entérocolites, ben là il faut se poser la question, est-ce que c'est l'AINS ou est-ce que c'est le canal artériel? Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est le canal artériel, et il y en a d'autres qui vont dire finalement peut-être que c'est l'AINS qui nous a causé des petits soucis. Ensuite de cela, il faut se rappeler que toutes ces belles issues ont différents moments de physiopathologie. Donc, par exemple, les hémorragies intraventriculaires vont avoir lieu souvent dans les premiers jours, alors que les dysplasies bronchopulmonaires et les atteintes de type hypertension pulmonaire, ou voire même la mortalité, c'est quelque chose qui va se faire vraiment sur le long des cours de l'hospitalisation. Et en fin de compte, on se rappelle que beaucoup de ces patients sont très différents de par leur début prénataux. Donc, on parle d'enfants qui naissent dans des hors-centres, avec des parents qui ont potentiellement des contextes
économiques plus précaires, des utilisations ou de l'exposition à différents contextes de maladies maternelles, des enclavements de la tête, par exemple, des STT sévères, l'absence de bêta-méthasone. Donc, tous ces éléments-là vont avoir évidemment une influence sur de nombreuses issues qu'on remarque chez nos grands prématurés, qu'il y ait ou pas un canal artériel. Et effectivement, la difficulté qu'on retrouve, c'est si ce moment varie, à quel moment faut évidemment effectuer une fermeture accélérée, si effectivement il y a un élément de causalité. Puisque si je commence à traiter à 3 semaines de vie, ben, je vais rien faire pour mes hémorragies intracrâniennes et peut-être que même la maladie pulmonaire, elle est déjà très avancée. Donc, si on parle un petit peu de ces différentes issues, je vais essayer de les déconstruire. On va commencer avec l'hémorragie intracrânienne. Chacune de ces issues pourrait en soi-même mériter une présentation complète. On sait que l'hémorragie intracrânienne est très complexe, donc l'hémorragie intraventriculaire du préma. Est-ce que effectivement le canal artériel peut contribuer via un vol systémique ou une instabilité vasculaire, ou est-ce que effectivement le fait qu'il y ait un canal artériel soit juste le témoin de la grande prématurité et qu'il faut se rappeler que certains des médicaments qu'on donne pour fermer ce canal artériel, comme les INS, vont avoir un effet profond sur de la vasoconstriction systémique, surtout chez un grand prématuré qui n'a pas d'autorégulation cérébrale. Et donc, il y a de nombreuses études qui ont déjà démontré que l'indométacine et voire même l'ibuprofène étaient en lien avec l'hypoxie cérébrale sévère et pouvaient même être en lien avec une augmentation de la leucomolastie périventriculaire par effet d'ischémie cérébrale. Et entre autres, il y a même eu des études via le NIRS, qui est une méthode d'évaluation des saturations en oxygène sur des tissus, qui a démontré une chute marquée et prolongée au niveau cérébral via l'administration de l'indométacine. Donc ici, je vous ai mis une seule des études où est-ce que les auteurs ont mentionné que chez tous les nourrissons, le débit sanguin cérébral, l'apport en oxygène, le volume sanguin ont chuté de façon marquée après l'administration de l'anométacine et que ces chutes d'apport en oxygène et la perturbation contrôlée cérébrovasculaire pourraient compromettre la disponibilité en oxygène cellulaire, en particulier dans les régions du cerveau où l'apport en artériel est très précaire. Donc, il faut se rappeler que, par exemple, la zone périventriculaire est particulièrement sensible à l'hypoxie. Ensuite, j'entends souvent les hémorragies pulmonaires, puisque certains des centres ont effectivement une augmentation des hémorragies pulmonaires. Donc, on a publié une revue récente et bon, il y a eu tout un webinaire là-dessus, mais je veux mentionner que l'hémorragie pulmonaire est également multifactorielle. On parle ici de patients qui peuvent avoir des chutes brutales des résistances vasculaires pulmonaires, canal ou pas canal, entraînant un afflux massif de sang pulmonaire après le surfactant, par exemple. Ensuite de cela, on sait que c'est des enfants qui ont une intégrité cérébrale et pulmonaire très immature. Et donc, juste le fait d'avoir des changements au niveau de la résistance vasculaire pulmonaire et systémique peuvent entraîner des hémorragies pulmonaires. Et on en voit chez nos patients, parfois alors qu'ils n'ont même pas de canal artériel ou que le canal a été fermé ou qu'il est très petit. Et finalement, on sait que les centres qui ont des pratiques agressives d'administration de surfactants ont potentiellement des signaux d'augmentation d'hémorragie pulmonaire et spécifiquement lorsqu'il n'y a pas une pression positive adéquate, comme par exemple durant le LISA ou le MIST. Il faut se poser la question, prudence avec ça, est-ce que ça pourrait augmenter les hémorragies pulmonaires? L'entérocolite, on l'a dit, est-ce que ça peut être par un effet de vol systémique en diastole, que ça peut être contributif? Ben, en même temps, il faut se rappeler que toutes les interventions que l'on fait pour accélérer la fermeture du canal vont affecter potentiellement l'intégrité intestinale. Donc, on parle ici de vasoconstriction induite par les ANINS, une toxicité parfois directe liée à l'inhibition des prostaglandines, enfin, une osmolarité très élevée de certains de ces médicaments qui fait qu'il peut avoir une anomalie de l'intégrité des muqueuses. Pour la dysplasie bronchopulmonaire, on le sait tous, il y a de nombreux contributeurs multiples, donc prénataux, postnataux, de l'inflammation, les anomalies de la croissance, les infections, etc., qui font que même les définitions que l'on utilise vont changer nos taux de dysplasie bronchopulmonaire. Et donc, le canal artériel semble très peu probant dans le fait que ça soit une association forte, mais on se pose toujours la question si effectivement ça va avoir vraiment un effet sur la maladie pulmonaire, alors que c'est plutôt les prises en charge pulmonaires qui semblent vraiment avoir un impact sur cette issue importante. Donc, pourquoi on parle de l'association avec la bronchodysplasie? C'est l'idée que en faisant une surcharge ou un œdème pulmonaire avec une diminution de la compliance pulmonaire, on se maintient sur la ventilation mécanique avec des paramètres élevés, ce qui ferait qu'on a l'inflammation pulmonaire et éventuellement une évolution vers une dysplasie. Mais il faut se rappeler que les poumons qui sont très immatures, qui nécessitent de la ventilation mécanique,
ben, effectivement, il y a l'inflammation qui s'installe. Et à mesure que l'inflammation s'installe, ben, ça maintient la perméabilité du canal, puisqu'il y a une production endogène de cytokines qui fait qu'effectivement, il y a une perméabilité du canal qui reste persistante. Et donc, on va se poser la question, quel est le rôle des stéroïdes en postnatal chez certains de ces patients-là, et à quel point est-ce que les stéroïdes pourraient être une des avenues à considérer chez les patients qui ont des gros canaux persistants, ou plutôt la question, est-ce que le canal devrait devenir quelque chose qui rentre dans l'équation décisionnelle, à savoir si on devrait débuter des stéroïdes chez les patients intubés. Et finalement, ben, qu'en est-il de l'hypertension pulmonaire? Donc, il y a des groupes qui ont, de manière observationnelle et rétrospective, nous ont mentionné qu'une augmentation du canal artériel était associée avec plus d'hypertension pulmonaire long terme, puisqu'il y a l'idée qu'on expose une vasculature pulmonaire à une augmentation des flux et des pressions à travers le cycle systole-diastole. Mais finalement, quand on regarde ces études-là, c'est des centres qui ont utilisé de nombreux ANNS dans le contexte de ces canaux artériels. On peut se poser la question, est-ce que c'est finalement le canal artériel ou est-ce que c'est la INS qui a causé plus d'HTAP? Et on voit effectivement dans ce groupe de l'Alabama, euh, à l'Université of Birmingham, que finalement, le groupe qui n'avait pas d'HTAP, eh ben, il a été moins exposé au traitement pour le canal artériel par ANS que le groupe exposé qui a fini par développer de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et nous, on a fini par publier notre propre cohorte, où est-ce qu'on a comparé notre cohorte prise en charge avec une approche de type conservatrice à une cohorte prise en charge avec l'ibuprofène. Et finalement, on avait les mêmes taux d'hypertension pulmonaire, voire même on était un petit peu inférieur au point de vue de l'hypertension pulmonaire. Donc, on ne retrouve pas finalement des signaux si importants que ça dans la plupart des cohortes. Et vous allez voir que même dans l'étude randomisée contrôlée, il n'y a pas vraiment de signaux là-dessus. Parce que si on n'a pas de dysplasie pulmonaire, ben, effectivement, on ne développe pas d'hypertension pulmonaire. Et vous allez voir que la plupart des études ont démontré que de traiter le canal, ça augmente la bronchodysplasie pulmonaire de par les effets toxiques de ces médications. Donc, moi, une des choses que je suis persuadée, c'est que l'ibuprofène chez le primat, c'est très toxique, ça fonctionne pas bien. C'est pas un médicament qui marche de toute façon. Donc, on a vu même dans des études animales que l'ibuprofène inhibe l'angiogenèse, que ça réduit la formation des tubulures, de la migration et même la prolifération cellulaire vasculaire. Et que chez les nouveau-nés ratons, l'ibuprofène, à vrai dire, réduit la densité des vaisseaux pulmonaires dans le poumon en développement. Donc, c'est quand même très inquiétant et on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'on on est en train de taper le poumon des patients avec ces INS qui finalement ne sont pas très efficaces pour fermer le canal artériel, même si on pense qu'il est coupable ou potentiellement contributeur à certaines issues néfastes que l'on connaît. Donc maintenant qu'on a défini un petit peu le problème et qu'on comprend pourquoi on est dans une espèce de soupe chaude, on va parler un petit peu des évidences récentes. Donc on veut bien être dans la zone de la croyance, mais on va essayer de se retourner à la science et de savoir un petit peu ben, qu'est-ce qui a été défini jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, lorsqu'on regarde pas mal des études qui ont été publiées récemment, je veux pas voler le punch, mais finalement, les données probantes en faveur de la fermeture, eh ben, il n'y en a pas vraiment. Donc, une des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces interventions qu'on utilise pour accélérer la fermeture atteignent-ils vraiment nos objectifs? Et c'est quoi les objectifs? Est-ce que c'est juste de fermer ce shunt? Je ne pense pas que c'est le but ultime. Je pense que le but ultime, c'est qu'effectivement, il n'y a aucun effet indésirable ou que les effets indésirables sont très négligeables comparés au potentiel bénéfice démontré. Et vous allez voir que la réponse n'est pas très favorable à cette question-là. Et finalement, il faut qu'on prouve qu'une fois que le canal est fermé, ces issues défavorables qui étaient précédemment ciblées ne se produisent plus ou sont significativement moins sévères. Est-ce qu'on peut le prouver? Vous allez voir que pas vraiment. Donc, il y a eu plus que maintenant 68 essais cliniques randomisés portant sur plus de 4800 nourrissons qui ont utilisé plus de 14 variations différentes d'indométacine, d'ibuprofène qui sont des types d'AINS, des inhibiteurs de la prostaglandine, ou de paracétamol qu'on appelle ici de l'acétaminophène, qui travaille sur la thromboxane A2, ou sur, pardon, la peroxydase, devrais-je dire, et qui ont été utilisés comme traitement. Et finalement, le taux global de fermeture, malgré tout cela, était de 67%. Donc, c'est quand même, ça reste un petit peu famélique. Et ça, c'est après plusieurs combinaisons, plusieurs traitements et tout le temps qui vient sous-jacent. Donc, parfois, c'est le temps qui fait la différence. Et c'est pas vraiment le médicament lui-même. Et donc, est-ce que c'est vraiment les 67% qu'on veut forcément fermer? Probablement pas.
et est-ce que vraiment on a trouvé la bonne stratégie? L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que les INS, maintenant, on a plus de 30 ans d'études qui nous ont démontré qu'ils ont énormément d'effets secondaires. Il y a de la vasoconstriction cérébrale prolongée, rénale, qui peuvent mener à de l'anurie, de l'oligurie, et même de l'atteinte du parenchyme rénal, qui va avoir des effets potentiellement long terme, comme l'hypertension artérielle. On sait qu'il y a de la vasoconstriction et de l'hypoxie intestinale, il y a de la vasoconstriction coronaire, il y a eu des associations avec la perforation intestinale spontanée, surtout lorsque c'est jumelé à des stéroïdes. Il y a potentiellement un effet théorique sur la dysfonction plaquettaire. Et à long terme, on a des craintes sur l'effet anti-angiogénique, l'hypertension artérielle, l'hypertension pulmonaire et les atteintes rénales. Donc, je vous ai mis quelques papiers qui le mentionnent ici. Là, vous allez me dire qu'il y a le nouveau venu qui est l'acétaminophène. Donc, dans l'étude PDA Tolerate, qui était une étude randomisée contrôlée justement sur des traitements tardifs versus une approche conservatrice qui n'a pas vraiment montré de différence entre les deux bras, ils permettaient l'utilisation d'acétaminophène. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est que finalement, ça permet dans à peu près 27% des cas après exposition à l'acétaminophène. Donc, c'est pas super efficace. Puis en plus de cela, on a maintenant une augmentation d'une littérature qui nous démontre qu'il y a potentiellement une toxicité pulmonaire en lien avec l'acétaminophène. Chez le modèle murin, on voit même qu'on est capable de développer des phénotypes de bronchodysplasie pulmonaire après exposition de ce modèle-là à de l'acétaminophène en période néonatale. Donc, ce n'est pas très rassurant en ce qui a trait à une amélioration de nos issues pulmonaires chez les grands prématurés, qui on sait est un des premiers tueurs chez ces patients-là. Et comment ça s'explique? C'est que chez l'adulte, on a les cytochromes de 1, 2E1 plutôt au niveau hépatique, alors que chez le fœtus et le grand prématuré, ces cytochromes sont plutôt au niveau pulmonaire et ils sont facilement submergés lorsqu'on les expose ou les bombarde avec l'acétaminophène, ce qui fait que les biproduits qui ont été libérés à la suite du métabolisme du paracétamol de l'acétaminophène vont avoir des métabolites qui vont potentiellement causer de la toxicité pulmonaire. Une des grosses études qui a fait beaucoup de bruit, c'est l'étude Bénéductus, qui est une étude qui a eu lieu en Europe. C'est une étude randomisée contrôlée qui recrutait des patients grands prématurés. Donc ici, ils ont évidemment retracé un petit peu toutes les études pour lesquelles ils avaient des issues de bronchodysplasie pulmonaire, de mortalité et d'entérocolite. Ils ont décidé de faire une étude où est-ce qu'ils allaient comparer au groupe où est-ce qu'il n'y aurait aucun traitement finalement. Et la particularité de cette étude, c'est que il n'y avait pas vraiment de traitement off-label, c'est-à-dire la cohorte qui a vraiment été exposée à aucun traitement n'a presque pas eu d'exposition à des INS. Et ce qu'on a vu dans cette étude-là, bien que ça soit une étude de non-infériorité, c'est qu'il y avait un effet significatif sur la bronchodysplasie pulmonaire. Donc, quand on regarde les issues de bronchodysplasie pulmonaire, c'était en défaveur au niveau de l'ibuprofène. Donc, c'était des patients qui étaient sélectionnés sur la base d'échographie cardiaque dans les premiers 3 jours de vie pour pouvoir avoir une décision de traitement. Et on voit ici que le groupe traité finalement pas, sans INS a eu 33% de dysplasie, alors que le groupe exposé au ibuprofène a eu 51% de dysplasie, avec des taux de mortalité en faveur pour le groupe de traitement sans INS. Et donc, le traitement a eu lieu à peu près à 57 heures de l'échographie. Et vous voyez que le diamètre du canal artériel était aux alentours de 2,1, ce qui reste quand même très, très significatif. Euh, les, euh, les chercheurs ont même rapporté les issues neurodéveloppementales et ils ont vu aucun effet sur les issues neurodéveloppementales. Et donc, ce qu'ils mentionnent, c'est treating every PD early is not the answer to the unsolved question. Ensuite, il y a eu l'essai randomisé Baby Oscar. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un bras de traitement expectatif, ils ont eu un bras placebo. C'était randomisé contrôlé. Et dans ce groupe, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'issue primaire, qui était la mortalité ou la bronchodysplasie pulmonaire modérée à sévère, était à 69% dans le groupe ibuprofène comparé à 64% dans le groupe placebo, avec effectivement, encore une fois, une petite augmentation au niveau de la dysplasie chez les patients exposés à l'ibuprofène. Et lorsqu'on regarde les autres issues à court terme, effectivement, on voit que c'est des patients qui ont fermé de manière plus fréquente leur canal artériel. Il y avait quand même un bon groupe qui a été exposé à des AINS dans le groupe placebo. Et lorsqu'ils ont fait une analyse post-hoc et qu'ils ont regardé de manière stricte
tous les patients qui ont reçu de l'ibuprofène et tous les patients qui ont reçu un placebo et qu'ils ont exclu ceux qui ont eu du open label treatment, il y avait cette fois-ci un effet significatif au niveau de la mortalité ou de la bronchodysplasie pulmonaire qui défavorisait le groupe ibuprofène. Ils ont aussi regardé les issues à long terme, mais évidemment, ils n'avaient pas la puissance statistique pour ça et ils n'ont pas vu aucune différence entre les deux groupes chez les patients qu'ils ont pu suivre. Je veux ramener à l'argument de certains qui nous mentionnent que les patients n'ont pas été bien sélectionnés dans ces études-là, puisque c'était sur la base d'avoir un canal artériel d'au moins 1,5 mm. Premièrement, ce n'est pas vrai. La plupart de ces études aussi avaient comme critère d'inclusion un indice de pulsatilité qui nous démontre que ce canal artériel est non restrictif. Mais ils avaient également, lorsqu'on regarde la population de patients, euh, ils avaient des shunts qui avaient des diamètres bien au-delà de 2 mm dans la majorité des cas. Et en plus, lorsqu'on regarde l'approche thérapeutique, finalement, lorsqu'on regarde les diagrammes de flow, ils ont fini par traiter moins de patients que qu'est-ce qu'on traite, par exemple, à l'échelle du réseau national canadien ou même dans la plupart des grands réseaux américains. Donc, leur traitement a été finalement un peu plus conservateur et même plus restrictif lorsqu'on regarde leurs critères d'inclusion. Et donc, je pense que ça reflète vraiment la réalité des patients que l'on traite de manière quotidienne dans nos unités. Ça, c'était une étude pilote qui a été faite en Irlande. C'est une étude donc randomisée contrôlée ibuprofène versus placebo. Et lorsqu'on voit ici, ils ont utilisé l'échographie avec des critères, donc un des scores qui avait été développé que j'ai mentionné au tout début de la présentation. Et donc, ce on voit ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet statistique, mais il y a quand même le double de la mortalité dans le groupe ibuprofène. Les Français ont fait l'étude TrioCapi qui était une grosse étude randomisée contrôlée, où est-ce que leur issue primaire était la mortalité ou la présence de paralysie cérébrale à 2 ans, ou finalement une survie sans paralysie cérébrale à 2 ans. Premièrement, ils n'ont pas vu de différence en hémorragie pulmonaire, l'hypertension pulmonaire, la dysplasie, l'entérocolite, la survie. Ils ont vu que la mortalité a un petit peu augmenté dans le groupe AINS. Et lorsqu'ils ont regardé finalement le long terme, ils n'ont vu aucune différence au niveau du taux de survie sans paralysie cérébrale. Ça, c'est une des premières études randomisées contrôlées où est-ce qu'il y avait un groupe placebo. C'était vraiment contre l'indométacine, qui a un peu plus de toxicité rénale et intestinale que l'ibuprofène. Et donc, ils n'ont jamais pu recruter la puissance statistique qu'ils voulaient, puisque finalement, ils n'ont plus accès à l'endobétacine en 2019, pardon, durant le décours de l'étude. Et ce qu'ils ont vu, c'est que il y avait moins d'hémorragie pulmonaire à 72 heures, mais que finalement, le taux d'hémorragie pulmonaire durant tout le séjour était la même chose. Et bon, est-ce que c'est vraiment par effet sur le canal artériel, puisque toutes les autres études n'ont pas démontré d'effet sur les hémorragies pulmonaires? Ou est-ce que c'est par le fait qu'il y a simplement une vasoconstriction pulmonaire de manière prolongée, ce qui augmente les résistances vasculaires pulmonaires et diminue les hémorragies précoces et finalement ne les retarde qu'à plus tard? Nous, dans notre cohorte qu'on traite de manière conservatrice sans AINS de 2015 à 2019, on a observé seulement 8% d'hémorragie pulmonaire, ce qui rentre passablement dans le groupe indométacine, comme vous voyez de cette étude, et ce qui est vraiment dans la norme nationale. Et donc, les autres études comme Benedictus, Triocapi n'ont jamais démontré qu'il y avait des hautes hémorragies pulmonaires dans les groupes placebo ou même dans le groupe de traitement expectatif qui avait des taux d'hémorragie pulmonaire très bas, 3% dans l'étude Benedictus. Donc, quelques méta-analyses. Ça, c'est la méta-analyse de Dr. Gupta qui a fait l'étude Baby Oscar qui démontre clairement un signe vers la mortalité à 36 semaines lorsqu'on met l'amalgame de toutes ces études récentes randomisées contrôlées qui est en défaveur de l'ibuprofène, probablement puisqu'on expose une grosse population de patients à la toxicité de ces médicaments sans avoir les effets escomptés, puisqu'une majorité d'entre eux finalement ne finissent même pas par se fermer. Puis une étude méta-analyse récente qui a mis ensemble 10 essais randomisés contrôlés avec plus de 2000 patients, publiés cette année, qui montrent une augmentation des issues défavorables avec le traitement actif, une augmentation des décès avec la dysplasie bronchopulmonaire modérée à sévère et des risques de mortalité beaucoup plus élevés. Récemment, on s'est posé la question, est-ce que le Tylenol pourrait être la panacée? Donc, on l'a mentionné un petit peu. Ça, c'est la grosse étude randomisée contrôlée qui a été présentée au PAS cette année sur le paracétamol.
En gros, encore une fois, on regarde la bronchodysplasie, la NEC, les hémorragies intraventriculaires et la mortalité. Donc, quand même une grosse cohorte qui a été exposée au paracétamol versus le placebo, avec de nombreux très petits patients. Et désolé de vous voler le punch, mais finalement, c'est une étude qui va bientôt être publiée avec pas vraiment de grosses différences en termes d'hémorragie pulmonaire, hémorragie intracrânienne, hypertension pulmonaire. Aucune des issues principales ou composantes de critères principaux ont montré des différences, avec potentiellement une augmentation même de la cholestase. Et lorsqu'ils ont fait même des analyses de sous-groupes chez les grands prématurés, il y avait vraiment rien qui atteignait les indices de significativité. Donc, Bill Bennett et Shazia Bombal étaient des mentors à moi lorsque j'ai étudié à Stanford. Ils avaient fait une très grosse méta-analyse qui démontrait effectivement les premiers signaux que ces INS ne fonctionnaient pas chez les grands prématurés. Et depuis, il y a eu essais randomisés après essais randomisés, beaucoup d'argent investi pour tenter de démontrer une différence. Et évidemment, vu qu'on est très têtu, on continue à faire des études jusqu'à qu'on essaye de trouver l'étude qui va montrer la réponse que l'on veut entendre. Et il y a encore 13 études lorsque j'ai cherché la base de données Clinical Trial hier. On en est encore pour recevoir des études qui nous montrent que les INS et probablement le Tylenol, ça ne fonctionne pas. Alors, on va parler un petit peu brièvement de la ligature de canal et la fermeture par cathé. Ce sont des fermetures mécaniques qui assurent une fermeture certaine du shunt. Par contre, on sait que la ligature, c'est une chirurgie. On peut atteindre le nerf laryngé, on peut avoir des syndromes post-ligature, on peut avoir des poussées inflammatoires. Ça a été jamais démontré que ça a amélioré le devenir des patients. Il y a eu quelques études randomisées contrôlées qui finalement, que si on faisait des ligatures prophylactiques, à vrai dire, oui, on éliminait le canal artériel, mais on augmentait la dysplasie bronchopulmonaire et on n'améliorait pas les issues comme intéressantes comme la mortalité, la rétinopathie, les hémorragies intraventriculaires. Lorsqu'on regarde les fermetures par cathé, ben juste il n'y en a pas d'études randomisées contrôlées. Évidemment, ça nécessite une expertise. Il y a des risques de lésions valvulaires. Comme je vous l'ai dit, le timing, si on veut prévenir les hémorragies intracrâniennes, est-ce qu'on va aller le J1 faire une fermeture par cathé? Quand on est rendu à 4 semaines de vie pour faire la fermeture par cathé, est-ce qu'on le fait juste parce que c'est cool? Ou vraiment, qu'est-ce qu'on essaye de prévenir? Je trouve que le dommage assumé du canal artériel a déjà été fait. Et là, on met notre bébé à risque de compromis vasculaire, compromis pour les membres. J'ai déjà vu des patients qui ont même perdu des membres secondaires ADKT chez des bébés qui étaient très petits, des risques d'embolie du dispositif, des risques de lésions au niveau des oreillettes, liées à l'anesthésie, de saignement, d'infection, de complications post-opératoires. On sait qu'ils peuvent avoir des syndromes post-KT avec des phénotypes d'hypertension artérielle significatifs. Et parfois même le dispositif peut entraîner une obstruction pulmonaire ou aortique. On peut avoir des insuffisances tricuspidiennes importantes à la suite du KT avec des lésions de la valve tricuspidienne. Donc, les données démontrant un impact significatif des procédures invasives sur les issues pertinentes, ils font encore défaut. Et donc, c'est important de savoir que si vous décidez de faire ça, il faudrait le faire dans un contexte d'études randomisées en cours. On parle ici d'enfants très petits parce que quand on a un canal artériel à 24 semaines, est-ce qu'on pense que d'attendre à 28 semaines et d'aller faire un cathé va nous améliorer les issues qu'on a mentionnées au préalable? Je ne le pense pas, mais on a une étude randomisée contrôlée qui s'en vient, qui va nous informer un peu plus sur la chose. Donc maintenant qu'on a parlé de définir le problème et qu'on a déterminé les évidences récentes, on va essayer d'élaborer les possibles prises en charge. Alors la première chose, je veux rappeler qu'en 2025, l'American Academy of Pediatrics a également mentionné que le traitement dans les premiers 14 jours de vie visant à induire la fermeture du canal intérieur chez les prématurés, qu'il soit médical, par cathé ou chirurgical, n'améliore pas les issues cliniques et donc n'est pas recommandé. Qu'une prise en charge conservatrice dans ce groupe d'âge peut éviter aux nourrissons une exposition au traitement médicamenteux ou aux procédures, permettant une fermeture spontanée tardive sans risque accru d'issue défavorable, et que finalement, il est très probable que la présence d'un canal artériel soit vraiment un marqueur d'immaturité, un biomarqueur de pronostic plus sévère, mais que finalement, les traitements visant à le fermer ne semblent pas modifier de façon significative ces issues. Et donc, on peut se poser la question de que devient ce canal artériel chez les nourrissons qui ne reçoivent pas le médicament visant à accélérer la fermeture. Donc ça, c'est notre cohorte de patients de 2015 à 2019, où est-ce qu'on avait 296 grands prématurés de moins de 29 semaines admis dans le premier 24 heures de vie à notre centre. Et vous voyez ici
que 90% d'entre eux, qui soient nés en bas de 26 semaines ou en haut de 26 semaines, finissent par avoir une fermeture spontanée totale de leur canal artériel et que certains qui sont persistants, finalement, étaient restrictifs après le congé. Et vous voyez que durant ces années-là, même chez les grands prématurés de moins de 26 semaines, on a eu une diminution marquée de la mortalité et de la bronchodysplasie et de la mortalité à travers les années, avec justement notre politique où est-ce qu'on a exposé aucun de ces patients à des INS, du Tylenol ou des fermetures par cathé ou par ligature. Ici, un autre papier où est-ce qu'on a démontré une implémentation ce qu'on appelle un Tiny Baby Bundle avec l'utilisation du CPAP à bulle, et où est-ce qu'on a vu une diminution marquée de la mortalité des bronchodysplasies pulmonaires sévères au fil des ans, avec justement ce travail coordonné sur différents fronts. On a également regardé le devenir à long terme, comme je l'ai mentionné sur le neurodéveloppement, et on n'a trouvé aucune différence entre notre pratique au point de vue des issues neurodéveloppementales, ainsi que les issues d'une équipe qui utilisait le modèle fameux de Kluclau dans l'étude randomisée contrôlée australienne, et donc pas vraiment de différence au niveau du neurodéveloppement. On n'est pas les seuls à avoir adopté une pratique conservatrice importante. Ici, le groupe en Corée, donc à Séoul, qui a également ce genre de pratique, qui a démontré que finalement, ces patients-là qui ont un canal artériel persistant, eh ben, ils acquièrent éventuellement la maturité pour le fermer, comme on l'a démontré dans notre cohorte, et que éventuellement, quand ils sont aux alentours de 60 à 80 jours de vie, donc à peu près 2 mois de vie, et donc, on est rendu dans des zones comme 32, 34 semaines d'âge corrigé. On a effectivement une fermeture spontanée du canal artériel. C'est quelque chose qui a également été démontré dans des groupes en Europe. Donc, ça, c'est un groupe irlandais à Dublin qui a démontré également une fermeture marquée du canal artériel sur le long terme, mais également sur les patients grands prématurés entre 23 et 25 semaines, où est-ce qu'on voit qu'il y a une fermeture aux alentours de 100 à 120 jours de vie. Est-ce qu'il y a d'autres modalités donc pour supporter cette prise en charge conservatrice? Qu'est-ce qui est l'effet des stéroïdes postnataux sur le canal artériel? Je vous mentionne les stéroïdes postnataux puisqu'on a une étude en cours dans notre centre. Donc, il y a eu déjà, depuis les années 90, quelques rapports de cas qui ont démontré une association temporelle entre l'exposition à la dexaméthasone et la fermeture du canal artériel. Le groupe d'Australie a également fait une étude prospective sur 30 nourrissons aux alentours de 24 semaines qu'ils ont exposés à de la dexaméthasone à peu près 3 semaines de vie. Et ils ont vu évidemment une diminution marquée des besoins en oxygène par diminution de l'inflammation pulmonaire, mais ils ont également vu qu'il y avait une diminution du diamètre marqué du canal artériel avec une fermeture complète chez une partie de cette population-là. Mais il faut se rappeler aussi que leur cohorte était exposée également à des INS dans certains cas. Même chose pour ce groupe français qui a étudié la bétaméthasone, qui est un composé similaire à la dexaméthasone, qui a démontré une fermeture du canal artériel chez 98% des patients exposés à la bétaméthasone pour des affections respiratoires. Et donc, je vous rappelle que la Société canadienne de pédiatrie mentionne que chez les nouveau-nés qui demeurent sur assistance respiratoire après une semaine de vie et dont les besoins d'oxygène augmentent et que la maladie respiratoire s'aggrave, les bienfaits du traitement par dexaméthasone semblent supérieurs à leur potentiel d'effet indésirable. Et donc, dans une telle situation, des petites doses à partir de 7 à 14 jours de vie sur une diminution progressive de 10 jours semblent favoriser justement un meilleur devenir pulmonaire. Mais ce n'est pas juste pulmonaire, puisqu'on a eu des métarégressions qui ont été faites, entre autres par Lex Doyle, qui a démontré très clairement que si on a une très grande probabilité de développer une maladie pulmonaire sévère, qu'on a à ce moment-là, qu'on est en faveur d'administrer des stéroïdes. Donc, on a une amélioration du devenir de la survie sans paralysie cérébrale chez les patients qui risquent d'être, en fin de compte, bloqués sur le respirateur et dont l'inflammation et la charge hypoxique est si importante que ça peut avoir un impact sur l'atteinte cérébrale. Et on ne malheureusement retrouve pas cela avec l'hydrocortisone. C'est une étude qui a été répétée via sans utiliser, ça c'est en utilisant des études randomisées contrôlées, mais ça, ce qui a été rapporté ici par Eric Jensen, c'est en utilisant des études d'observation et surtout des études via le Neonatal Research Network aux États-Unis, où est-ce qu'on voit clairement que à mesure que la probabilité de la bronchodysplasie pulmonaire sévère augmente,
finalement, on favorise les corticostéroïdes pour justement diminuer les issues d'atteinte de mortalité ou même de bronchodysplasie pulmonaire. Donc, chez nous, on a fait une étude prospective où est-ce que les patients exposés à la dexaméthasone en bas de 29 semaines ont été enrôlés et ont eu des échographies à plusieurs jours d'intervalle durant l'exposition à la dexaméthasone. Donc ici, je vous montre certaines analyses préliminaires qui ont été faites par mon étudiant en doctorat, Phoenix Plessas. Donc, on avait 52 patients avec un âge moyen aux alentours de 25 semaines, des patients donc qui étaient quand même assez malades, beaucoup de surfactants euh, et donc une longue durée d'hospitalisation, 134 jours. Les échographies cardiaques ont été faites de manière prospective, ont été analysées à l'aveugle. Et ce qu'on voit, c'est que ici, on a des patients qui avaient un canal artériel non restrictif, qui diminue au travers du temps après l'exposition à la dexaméthasone et qui finit par se fermer ou par devenir restrictif lors des derniers time points. Donc la plupart de ces patients-là qui finalement ont une fermeture progressive de leur canal artériel. Je vous laisse sur ce qui se passe présentement dans le monde. Donc, vous voyez que progressivement, le message semble passer. On les appelle encore des traitements, même si je pense qu'un traitement devrait être adapté au problème. Je ne pense pas que c'est un traitement, puisque finalement, ça ne traite rien, ça ne permet pas de fermer le canal artériel et ça ne permet pas d'améliorer nos issues. Et donc, on voit ici une diminution progressive au travers des années de l'utilisation des différentes stratégies combinées pour accélérer la fermeture du canal artériel. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez nous comme approche conservatrice? On se rappelle toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Donc, on fait vraiment une emphase sur une approche simple et systématique de notre équipe. On met un accent sur un bon support respiratoire non invasif le plus possible. On utilise le CPAP à bulle en première intention. Et si vraiment on a besoin d'oxygène persistant en haut de 50%, c'est une approche comme à Columbia University. On finit par intuber, administrer le surfactant. Et ces patients-là, vu qu'ils ont un syndrome de détresse respiratoire carabiné, on les garde souvent intubés 72 heures avant de les extuber, surtout s'ils sont en bas de 26 semaines de vie. Et donc, pour les nourrissons qui sont toujours dépendants du respirateur et qui ont des besoins respiratoires importants, donc des moyennes plus que 10, donc mean air pressure en haut de 10, des besoins d'oxygène en haut et des besoins d'oxygène en haut de 30%, on finit par administrer un DART à jour 10 ou 14, souvent plutôt à jour 14, pour tenter une extubation de ces patients-là. Et on garde chez cet enfant-là un pic d'au moins 5 cm d'eau jusqu'à au moins 32 semaines en invasif ou en non invasif. Effectivement, on veut éviter de favoriser le shunt gauche-droit. Donc, premièrement, on veut éviter d'avoir des résistances vasculaires pulmonaires trop basses. Donc, on maintient ce qu'on appelle une hypercapnie permissive. Donc, on vise des pH entre 7,2 et 7,35 et on maintient une CO2 entre 45 et 55. On évite les vasodilatateurs pulmonaires, surtout si on est en présence d'un shunt gauche-droit, puisque ça va augmenter ou aggraver le QPQS. Et on maintient des cycles de saturation entre 91 et 95. On essaye d'éviter justement les hyperoxies, puisque l'oxygène est un vasodilatateur pulmonaire. De part et d'autre, on évite aussi d'augmenter les résistances systémiques, puisque ça peut aussi favoriser le shunt gauche-droit à travers le canal. Donc, nous, on évite énormément tout ce qui est vasopresseur, inotrope, dopamine, etc., dans les premières semaines de vie. Souvent, c'est administré pour des chiffres de tension artérielle basse. C'est sûr que si on a une septicémie ou de l'hypoperfusion, ben là, évidemment, on adresse la problématique. Mais si c'est juste pour traiter des chiffres, on ne traite pas des chiffres. Et finalement, on essaye d'éviter l'inflammation, donc on est très strict sur nos seuils transfusionnels, comme par exemple, on utilise les critères de la Société canadienne de pédiatrie pour les globules rouges et moins de 25 pour les plaquettes. On ne donne pas de diurétique. On sait qu'il y a peut-être un effet potentiel sur une augmentation du calibre du canal artériel par stimulation des prostaglandines au niveau rénal, bien que ça soit controversé. On n'utilise pas de canule nasale au débit puisqu'on sait qu'on n'arrive pas à maintenir une pression stable au niveau alvéolaire. On maintient notre CPAP à bulle jusqu'à au moins 32 semaines d'âge post-menstruel pour maintenir justement une pression alvéolaire stable, mais aussi afin d'éviter la dépense calorique et de maximiser la croissance pulmonaire. On a un protocole d'alimentation assez strict avec nos nutritionnistes, nos infirmières praticiennes, où est-ce qu'on vise un bon apport calorique avec des apports hydriques aux alentours de 150 à 160 cc par kilo par jour. On ne fait pas de restriction hydrique et on suit la croissance de manière chaque semaine pour s'assurer qu'ils maintiennent leur courbe.
Ensuite, on sait que la majorité de nos canaux, ils finissent par se fermer spontanément vers 32 à 38 semaines. On a un programme d'évaluation où est-ce que tous nos patients, on les évalue pour s'assurer que leur canal, il se ferme. Et finalement, ils sont envoyés en externe jusqu'à fermeture. Et je peux vous dire que de 2015 à 2025, on a eu seulement 13 fermetures par caté pour plus de 700 patients admis en bas de 29 semaines. Et ces 13 fermetures contiennent également certaines des références qui viennent de d'autres centres. Donc, en conclusion, les stratégies actuelles pour traiter le canal artériel, bien que largement étudiées, n'ont pas démontré d'amélioration des issues, et cela au prix d'une toxicité significative. Ce, malgré de nombreux essais randomisés contrôlés, on continue à dépenser énormément pour essayer de prouver le contraire. Puis à ce stade, on ne pourrait même pas, on pourrait potentiellement même dire qu'il est contraire à l'éthique d'administrer des INS dans le seul but de fermer le canal artériel sans le consentement parental. Et finalement, une prise en charge conservatrice euh, semble tout à fait associée à des meilleurs résultats. Et il faut se rappeler que souvent, faire moins, c'est synonyme de mieux ou que le mieux est l'ennemi du bien. Je vous ai mis ici un code QR pour vous ramener à toutes mes pensées pessimistes sur les INS dans le contexte du canal artériel et je suis disponible pour toute question, commentaire ou insulte. Merci et je vous souhaite une bonne journée.